Salut tout le monde, c'est Laura de Vox.org et ce soir nous sommes avec Vincent Payon. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir même, bonsoir tout à fait. Là, vous avez dit Vincent, bonsoir. j'ai dit bonsoir. Bah oui, vous avez Ah dit bah c'est le voilà. soir, donc je vous dis Bon. bonsoir. Eh bien bonsoir. Bonsoir. À tout le monde. Alors Vincent Payon qui est l'un des candidats de la primaire de la gauche, nous avons récolté vos questions que vous vouliez lui poser et nous allons les lui poser. N'hésitez pas aussi à poser des questions pendant ce live Facebook et je jouerai les relais pour vous. Alors la première question c'est qui êtes-vous ? Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos auditeurs ? Oui, enfin, c'est un peu gênant comme question, parce que, enfin, vous voulez dire pourquoi je suis là? Parce que qui je suis, si je dois faire le... Oh là là. Rapidement. Oui, bah, enfin, écoutez, c'est compliqué, hein, je suis grand-père, moi, aujourd'hui, donc si je vous raconte tout depuis le début, mais enfin, voilà, je suis là parce que je suis candidat à l'élection présidentielle, je suis socialiste, ça fait 25 ans que je fais de la politique. J'ai exercé différentes responsabilités. J'étais député national, député européen, responsable très longtemps du Parti socialiste, son porte-parole de campagne présidentielle, ministre de l'Éducation nationale. Mon métier, c'est professeur de philosophie. C'était un métier, j'avais la chance d'avoir un métier qui était aussi ma passion. Donc j'ai été professeur de philosophie longtemps, et puis de temps en temps, quand je peux, je retourne enseigner un peu. Donc j'ai écrit de nombreux livres de philosophie, et j'aime la philosophie. J'ai une passion qui est l'écriture de romans policiers, mais qui était d'abord la lecture de romans policiers. Voilà, je suis papa de 4 enfants qui sont grands, plus grands que vous, et je suis grand-père et j'attends une deuxième petite fille. Et je vais dans cette campagne présidentielle parce que j'avais pris un peu de recul avec la vie politique, mais je pense que on a des défis, on a des challenges même à essayer de surmonter ensemble, qui méritent qu'on ait une ambition commune, qu'on se rassemble autour de cette ambition commune, et je pense que je peux l'apporter, aussi avec cette expérience qu'on vient de raconter. Très bien. Est-ce que vous pouvez donner 3 informations sur vous que les gens ne connaissent pas ? Je ne sais pas ce qu'ils connaissent et ce qu'ils ne connaissent pas, parce que les gens, vous savez, c'était mon grand-père, vous le prenez pas mal, on dialogue tous les deux, on est amis déjà. Hein. On est un con. Les gens, ça n'existe pas. Les citoyens. Mais ça n'existe pas. Vous me dites les gens connaissent, il y a des gens qui connaissent des choses, des gens qui... Si vous vous dites on existe, vous êtes foutu. Il y a plein d'individus, et puis après il y a des corps qu'on va par la... Mais on, c'est l'indifférenciation d'ailleurs. Moi j'ai pas envie, regardez-vous, vous êtes formidable, vous n'êtes pas dans le on. Donc j'en sais rien, ce qu'ils ne savent pas, je ne sais pas ce que vous avez envie que je raconte. Peut-être 3 anecdotes, 3 pas. informations où vous dites que peut-être tout le monde ne les connaît pas. Mais tout le monde ne les connaît pas, ils ne connaissent rien, heureusement, de ma vie personnelle. Vous imaginez ? Donc, je ne sais pas, vous voulez dire de ma vie politique ? Par exemple ? Ma vie politique, tout à l'heure, ma première manifestation avec mes parents contre la guerre du Vietnam. Parce que les gens ont oublié la guerre du Vietnam. Mais si on veut comprendre le monde d'aujourd'hui, il faut aussi comprendre la guerre du Vietnam. Donc ça, c'était assez ancien. Le fait qu'en 81, quand Mitterrand passe, le début de la gauche, moi, je mets des affiches dans tout Paris, du saumon norvégien pour tous, parce que je crois qu'enfin, tout va changer, que même les produits de luxe, on va les partager avec les entreprises, chez Renault, chez machin, etc. Bon, ça ne s'est pas fait exactement comme ça, mais j'y ai cru. Et troisièmement, qu'est-ce que je peux vous dire, que j'ai aussi une expérience particulière de la violence, puisqu'on a été obligé de m'évacuer en hélicoptère, parce que pendant des années, j'ai été la cible d'un certain nombre de gens, les chasseurs en l'occurrence, qui me pourchassaient violemment. Je ne pouvais pas dormir dans le même endroit, il fallait... Et souvent, j'ai vu, c'était en France, c'était il y a 15 ans, que les gens n'ont même pas l'idée que ça puisse arriver, et dans le fond, que ça ne fait pas un grand souci. Donc ça peut arriver, et c'était quand même une expérience qui a compté. D'accord. Merci du coup pour ces 3 informations que vous nous avez données. Alors, vraiment, je ne savais pas, vous m'avez pris... Hein. Vous avez trouvé je peux dire à ceux qui nous écoutent, nous regardent, que alors vraiment, on est pris au dépourvu ici. Hein. C'est un piège, ne venez pas. Bon, le piège continue avec un défaut et une qualité. Il faut parler de soi, vous savez. C'est vachement gênant. Après, on va arrêter, on va parler de votre programme. Ouais, d'accord, c'est bien. J'en ai tellement... De qualité, pas de défauts. Elle attendait que je dise tous mes défauts. Non, j'ai beaucoup de défauts, j'espère avoir quelques qualités. Voilà, on s'en tire comme ça, on passe à autre chose. Ok, bon. Alors, on va passer donc aux questions que vous nous avez envoyées via notre bot sur Messenger, notre robot avec lequel vous pouvez discuter. Alors, première catégorie de questions, c'est sur l'économie. Et Caroline qui vous demande si vous êtes en faveur d'un revenu minimum universel. Mais je trouvais la question très harmoniste. D'ailleurs, on parle avec les robots maintenant dans votre émission. Donc, ils vont vraiment nous remplacer, les robots. C'est vrai, ça ? Peut-être. Oh, vous êtes angoissé. Donc, je vais vous rassurer. Mais si. Pourquoi
on parle du revenu minimum d'existence. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a 30 ans, c'est une idée très libérale. On parle parce qu'on se dit, il n'y aura plus d'emplois, parce que les robots vont nous remplacer. C'est la première marche de la réflexion qui amène. Déjà, cette réflexion est fausse. D'accord ? Elle est fausse. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des emplois qui vont être automatisés, donc disparaître. Des robots qui vont faire, moi je m'en plains pas, hein, parce qu'a priori, par exemple, ce que vous faites ou ce que je fais là, ça ne peut pas être fait par des robots. Il y a des gens qui ont des métiers, des robots peuvent les remplacer. Dans le fond, c'est pas mal, si on leur trouve des activités plus intelligentes. Il faut avoir la perspective historique. Vous savez qu'au XIXe siècle, mon mouvement, le mouvement socialiste que j'aime tellement, qu'est-ce qu'on faisait ? On allait casser les machines. Les canuts à Lyon, 1830, on va casser les machines. Pourquoi ? Parce qu'on dit, les machines vont nous voler notre emploi. Puis après, bon, on se dit peut-être pas quand même, et on a même connu plein d'emplois avec les machines. Aujourd'hui, le perdant, c'est le type qui se dit, voyez, il y a le numérique, voyez, il y a des robots, l'automatisation, et donc nous, on se replie. Non, mais c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut se former, beaucoup plus. Il faut aller vers les métiers de l'intelligence. C'est une bagarre partout d'ailleurs pour faire venir l'intelligence. En France, on consacre à la recherche et au développement 2% de notre produit intérieur brut. Tous les pays autour de nous, c'est 3%. Vous trouvez que nos universités sont dans un bon état ? Moi pas. Hein. Donc, il faut se préparer au métier, surtout un pays comme la France. On ne va pas rivaliser avec des pays plus pauvres sur des industries de main-d'œuvre, sur de la métallurgie, sur de la confection. Les costumes, ils se feront, c'est comme ça. Et tant mieux pour les Roumains en Roumanie, les Italiens, les Rachetons, etc. Des choses se font, mais tant mieux pour ces pays parce qu'ils émergent. Et nous, il faut qu'on se mette là où viennent les emplois de demain. Donc, voilà le challenge. Alors, le revenu minimum d'existence, c'est pour moi une idée horrible. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est une idée qui conduirait à dire, et moi j'ai connu, hein, ça d'abord, c'est pas plus élevé, c'est même moins élevé ce qu'on nous propose que l'ASS, par exemple, l'allocation de solidarité spécifique aujourd'hui. Donc, on va vous dire, je vais vous donner 750 €, et puis, dans le fond, je suis quitte avec vous. D'accord ? Je suis quitte, vous avez 750 €, et puis on passe à autre chose. Non, moi je pense que 750 €, ça ne permet pas de vivre, que ce dont on a besoin, c'est d'un travail. Regardez, c'est merveilleux de se rencontrer, travailler, ce que vous faites, etc. Vous avez connu des gens qui sont isolés chez eux ? Moi j'en ai connu beaucoup. Par exemple, je suis très fier pour l'école, il y avait 140 000 décrocheurs. Décrocheurs, c'est vraiment des copains à vous. Hein, moi j'ai connu plein de jeunes qui ne se lèvent même pas le matin des fois. Hein. Ils sont crevés, ils n'ont pas envie, tout ça. Bon, il faut les ramener. Il faut les ramener vers les copains, il faut les ramener vers l'école, il faut les ramener, parce qu'on vit bien sûr d'un salaire, on vit de pain, mais on vit de rapport avec les autres. Donc l'idée, je te donne un revenu et la société ne s'occupe plus de toi, je trouve ça épouvantable, presque un découragement. Parce que le travail, et d'ailleurs plus il sera intelligent le travail, plus il nous construit personnellement, et puis il nous permet d'avoir des interactions avec les autres. Donc je ne suis pas pour cette idée, parce que je pense qu'on se trompe sur ce que nous sommes et ce dont nous avons besoin. Puis après, pourquoi je donnerais 750 € à tout le monde ? Moi, vous savez, la solidarité, c'est 2 siècles hein, quand même. La solidarité, c'est donner à ceux qui n'ont pas. Vous êtes d'accord ? Donc moi, si je suis solidaire, tout va bien pour moi. Je suis député européen, etc. Je vais prendre un peu de ce que j'ai pour donner à ceux qui n'ont pas. Mais le revenu minimum, c'est casser tout élan de solidarité. C'est dire, je donne à tout le monde la même chose. Madame Bettencourt va avoir 750 €, et puis celui qui n'a rien aura 750 €. Vous avez juste réfléchi à ce que vous dites quand vous dites ça ? Bon, je le dis pour mes amis de gauche qui croient que c'est une mesure de gauche. C'est une mesure qui est soutenue depuis 30 ans par les plus libéraux. Je me débarrasse des pauvres, restez chez vous avec 750 €. C'est ça que ça veut dire. Donc il n'y a pas l'insertion, il n'y a pas le travail, il n'y a pas l'accompagnement. Ce sont les choses qui marchent. Et donc on se retrouve dans cette situation où en plus on casse ce qu'on a construit, nous, le mouvement républicain et socialiste depuis 2 siècles, qui s'appelle la solidarité. Ça veut dire que ce n'est pas parce que moi ça va bien pour moi que je ne dois pas donner à quelque chose à ceux qui n'ont pas. Ce n'est pas tous pareil. C'est j'ai plus, je donne plus. Regardez l'impôt. On dit qu'il faut donner plus. C'est l'impôt. Pourquoi ? Il va être progressif. Parce que si je gagne plus, il faut que je paye plus d'impôts pour donner plus. Là, on ne dit pas ça. On dit je donne pareil à tout le monde. Bettencourt et Enfin. Donc je pense, et je m'étonne, que cette mesure soit une mesure qui aujourd'hui soit tellement débattue, avec tellement de naïveté, avec tellement d'incompréhension par rapport à ce qu'elle cache, avec autant d'absence de perspective historique. Et donc, je dis les choses, vous voyez, avec, je crois, assez de netteté. Et je ne vous le souhaite pas, hein, ce revenu. Je ne vous le souhaite pas. Je vous souhaite de pouvoir, je ne sais pas ce que vous voulez faire, hein, être journaliste, continuer à travailler avec des amis, vous insérer dans la société. Tout l'argent dont on disposera dans les années qui viennent, l'argent de la France, je le mettrai pour accompagner ceux, qu'est-ce qui marche, qui sont dans la difficulté.
Pourquoi on a réussi à sortir ces décrocheurs? Parce qu'on a fait du sur-mesure. La France n'a jamais voulu faire assez pour ceux qui étaient dans la difficulté. La garantie jeune en ce moment sur les 16-25 ans, ça marche bien. Je demandais aux gens des missions locales qui s'en occupent pourquoi. Ils me disent parce qu'on a enfin un dispositif où on reste avec les gens, on les accompagne, on adapte à ce dont ils ont besoin. Donc ça coûte un peu d'argent. Mais c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'après la personne, bon. Donc la dignité du travail, il suffit d'avoir connu des gens qui sont dans le chômage pour savoir la souffrance que c'est. La dignité du travail et la dignité aussi au travail, c'est-à-dire faire en sorte quand même qu'on n'ait pas, vous connaissez ça, les stages, les petits boulots, la précarité. Et donc voilà les deux axes. Donner du travail, former pour ça, élever le niveau de qualification, accompagner ceux qui sont loin, et puis de l'autre côté, faire que les emplois de demain soient des emplois qui soient quand même protégés, qui soient bons. On parlait de la numérisation, on va penser à Uber, aux plateformes. Donc il y a des nouvelles formes d'emploi, il faut qu'on invente de nouvelles protections. On passe à la deuxième question sur l'économie. Selon vous, devons-nous rester sous le régime des 35 heures hebdomadaires? Oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien, je fais court, vous voyez, 40 heures avec Léon Blum, 39 avec Mitterrand, 35 là, on les digère. Ce que je veux, c'est que vos heures supplémentaires, s'il y en a, commencent à partir de 35 heures. Je m'étonne de ceux qui veulent maintenant les défiscaliser, parce que quand vous défiscalisez, ça veut dire que vous prenez de l'argent à d'autres. Il faut les payer, les défiscalisations. Et nécessairement, à partir de là, je ne vois pas la cohérence quand ce sont les mêmes qui ont fait passer une loi qui permettait de moins payer les heures supplémentaires. Elle s'appelle la loi travail, qui permettait par accord d'entreprise de passer de 25% à 10%. Donc moi je dis, arrêtons ce débat sur le temps de travail, les 35 heures c'est bien, et puis alors si ça vous intéresse, j'ai une réflexion, mais il y a ça déjà dans les pays nordiques, je crois que ça va vous intéresser. Le problème français, c'est que les gens de moins de 30 ans ne sont pas dans l'emploi. Mais l'autre bout du problème français, c'est que les plus de 50 non plus. Donc nous, on a concentré l'emploi, le travail, sur en gros... Bon. Et ça, c'est une réalité française qu'il faut détendre. Et pour la détendre, je pense qu'il faut qu'on réorganise le travail sur toute la vie. Vous voyez, on n'est plus sur la semaine, on n'est même pas sur l'année. Il faut qu'on arrive à penser, avec les instruments qu'on a créés, et en particulier le compte personnel d'activité, il faut qu'on arrive à créer une espèce de banque des temps, les Suèdes a mis ça en place, dans laquelle on peut décider de mieux répartir notre temps de travail sur tout le temps de la vie. Ça, je pense que c'est la prochaine étape. D'ailleurs, ceux qui l'appliquent actuellement sont à droite. C'est un truc de fou furieux. C'est parti. Bon, alors on a eu un petit bug avec Internet, mais c'est bon. On repart sur une bonne connexion. Alors, François qui se demande ce que vous souhaitez mettre en place pour soutenir les entrepreneurs. Bon, alors, les entrepreneurs, enfin, les entreprises, pas pareil, parce qu'après, de qui on va parler? Plutôt les entrepreneurs. Voilà, donc, c'est pas, est-ce que je crée mon entreprise? Bon, il y a déjà des mécanismes d'aide. Je crois que le plus important, c'est quand même la simplification. Aujourd'hui, le vrai problème qu'on a, c'est ces 40 milliards qui ont été faits de cadeaux aux entreprises, enfin de cadeaux, d'abaissement de charges et d'abaissement de fiscalité. J'enlève le terme cadeau, ça n'a pas de sens, sans contrepartie. Donc on voulait des contreparties. Vous vous souvenez de M. Gattaz avec son PINS, là, 1 million d'emplois. On a fait les 40 milliards, on n'a pas eu le million d'emplois. Bon. Donc moi, je propose qu'on revienne sur ce fameux CICE, qui est un crédit d'impôt qu'on peut rediscuter tous les ans, et qu'on revienne sur ce CICE en disant, vous l'aurez à condition précisément de ce que je disais. Alors, comment ça va l'égalité des hommes-femmes dans votre entreprise? Est-ce que vous avez formé vos personnels? Est-ce que vous avez fait des investissements pour le numérique? Et là, il n'y a pas de difficulté, ou même la transition énergétique, parce qu'on va avoir besoin aussi d'une responsabilité sociale et écologique des entreprises. Donc, je suis pour ça. On me dit, les grands experts, j'espère qu'ils ne seront pas démentis par les faits, qu'en gros, du coup, on récupérera 3-4 milliards. Ces 3-4 milliards, je veux, ce qui était l'idée initiale du CICE, les recentrer sur les PME, PMI et sur ceux qui sont exposés à la concurrence internationale. Et donc, sur des mesures alors, qui sont les aider à avoir des brevets, en particulier le brevet européen, qui est encore cher aujourd'hui. Tous les pays européens ne l'ont pas encore signé, donc ça coûte de l'argent. Ce qui veut dire que ça vous protège, c'est la propriété intellectuelle. Si vous avez une idée, vous êtes un petit entrepreneur, un ingénieur, un technicien, je ne sais pas quoi. Vous avez une idée, elle peut se faire copier tout de suite. Bon, donc il faut défendre votre idée pour votre petite entreprise. Aujourd'hui, quand vous êtes seul, vous n'êtes pas fort, un grand groupe peut le faire. Vous n'avez pas les moyens de le faire. Donc déposez un brevet et faire que ce brevet vous protège. Il ne vous protège pas simplement au plan français, parce que là on fait des brevets nationaux
Ça, je crois, bon, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est à peu près 10 000 euros. Mais si vous voulez un brevet international et qui vous protège, donc ça, je veux à tout prix qu'on paye aux petits entrepreneurs le brevet européen et qu'on les accompagne dans les politiques d'export de façon beaucoup plus forte. Donc je reprends ces 3-4 milliards et je les mets sur les PME, PMI. Rapidement, selon vous, quelles sont les 3 priorités budgétaires pour le mandat à venir, pour le quinquennat à venir? Bon, si vous enlevez la transition énergétique, qui va nous coûter très cher, mais que je veux faire financer par les plans d'investissement européens. D'accord? Bon. Parce que même les engagements qu'on a pris en plan français, déjà on ne les tient pas. C'est une bonne loi, la loi de transition énergétique qui a été votée par le gouvernement sous l'impulsion de Ségolène Royal. Mais déjà, on est un peu en deçà des objectifs qu'on s'est fixés. Donc, je mets ça de côté. Après, j'ai dit mes priorités, elles sont simples. La première priorité, c'est de poursuivre ce qu'on a commencé à faire avec l'école pour le bac-3, bac+3, l'université et la recherche. Donc, je veux un investissement qui soit un investissement puissant sur les universités, la recherche. De combien? Minimum 5 milliards. Il faut recruter 8 000 enseignants dans le supérieur. Je pense qu'il faut 4 000 dans la recherche, les organismes de recherche. Aujourd'hui, vous êtes un jeune chercheur ou un jeune professeur, vous n'avez quasiment plus accès, tout est complètement malthusien. C'est des années après le doctorat qu'on obtient un poste dans les organismes de recherche. Donc on est en train d'assécher notre intelligence collective. C'est extrêmement grave. Et par ailleurs, vous le savez, on a beaucoup de difficultés aujourd'hui quand on n'est pas bon dans l'excellence scolaire, les classes préparatoires, les bonnes facs. Il y a quand même un vrai problème dans le passage entre, disons, la seconde et L3. Hein. Et on a beaucoup d'étudiants qui se retrouvent éliminés par le système tel qu'il est, mauvaise orientation, facs qui ne sont pas celles qu'on avait choisies, on n'est pas accompagné. Donc je veux mettre le paquet là-dessus. Parce que je vous l'ai dit, si on fait une analyse rationnelle, pas idéologique, des difficultés de l'économie française, une de nos très grandes difficultés, qui est vue par tous les autres, c'est précisément que nous n'avons plus les qualifications nécessaires. Donc il faut plus de qualité dans nos produits, plus de qualité dans nos formations et dans le travail que nous faisons. Hein. Donc il faut élever le niveau de qualification. Donc ça, c'est vraiment la bagarre qu'il faut mener. J'ai dit la justice, je veux l'indépendance du parquet, et je veux que dans le fond, une justice, c'est pas très cher, hein, une justice qui a été malmenée, mais depuis très longtemps, retrouve son souffle. D'abord parce que ça fera de la confiance. La justice, c'est pas rien quand même. Hein. C'est quand même dans une société démocratique le fait qu'on puisse avoir recours à la justice, être défendu, que ce soit juste, la balance, équilibrée. Les décisions ne sont pas prises. Donc on a une justice relativement sinistrée, même si la dernière année de budget était meilleure. Donc 2 milliards. Là, il faudra donner quand même un peu d'oxygène à nos hôpitaux publics. Moi, je pense que c'est l'inverse de ce qu'a compris Fillon. C'est-à-dire que c'est incroyable ce projet de casse sociale permanente de la droite, qui est le même quand ils se laissent aller à être eux-mêmes. Donc le pire d'eux-mêmes ou le meilleur de leur point de vue, c'est remettre en cause la protection sociale. C'est même pas... On est bien, c'est bon, nous sommes repartis. C'est bon, nous sommes repartis. Alors, attention. Mais Facebook, on m'a dit que c'était les vieux face de bouc maintenant. On passe à la prochaine question. Pour faire? Nous sommes en direct. C'est bon? On m'a dit de parler plus vite, donc je suis contrarié maintenant. Non, plus sérieusement. Pas plus vite, mais plus synthétique. Voilà, donc c'est que aujourd'hui, si vous allez aux urgences d'un hôpital public, vous avez un enfant malade, vous avez un problème ophtalmo, vous ne trouvez plus de médecin. L'ophtalmo, il faut attendre 6 mois ou 1 an. Donc tout le monde va à l'hôpital public. Et finalement, pourquoi pas? Parce qu'on ne demande pas aux gens s'ils ont de l'argent, de quelle couleur ils sont. On les soigne à l'hôpital public français. C'est extraordinaire. Mais alors, il faut leur donner les moyens de faire ce qu'on leur demande de faire. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc les gens sont en grande difficulté. On manque de 30% de médecins, etc., etc. Je vais plus vite, etc., etc., etc. Bon, on passe à la catégorie société. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On les récolte et on les posera tout à l'heure à monsieur Payon. Alors, il y a Leslie qui se demande ce que vous pensez de la dépénalisation du cannabis. Bon, c'est un débat récurrent, mais qui est justifié, qu'il va falloir mener. Alors, dépénalisation, légalisation, bon, moi je crois qu'il faut un débat, parce que d'abord la réalité. Aujourd'hui, on est dans la prohibition. Est-ce que les jeunes Français fument moins que les autres? Non, ils fument plus. Ils fument plus. En France, on fume plus. Bon, je ne parle pas des cigarettes là, on s'est bien compris, on est sur le cannabis. Bon. Ils fument plus aussi, les filles, sur le tabac.
Bon, donc est-ce que c'est d'une efficacité? En tout cas, on peut l'interroger. Bon. Donc on a des problèmes de santé publique parce que c'est un problème de santé publique. Et puis nous avons aussi des problèmes de sécurité. Alors à la fois des problèmes de monopolisation des forces de police là-dessus, bon, on pourrait le faire en passant à la contravention, mais en même temps des trafics, comme c'était le cas quand il y avait la prohibition de l'alcool avec Al Capone, tout le monde connaît ça. Hein. Et donc des quartiers entiers qui sont ravagés par le trafic et des gens très jeunes maintenant qui sont impliqués dans cette affaire. Donc moi, je demande que la France soit capable d'avoir un débat tranquille. On voit bien que les esprits ne sont pas prêts, mais qu'on nous donne les vrais chiffres, qu'on discute, qu'on regarde les expériences dans lesquelles, justement, il y a des États qui ont avancé là-dessus, et plutôt que de se satisfaire de la situation d'aujourd'hui, elle n'est pas satisfaisante, ni en termes de sécurité, ni en termes épidémiologiques, de santé et de consommation. Donc, il ne faut quand même pas, quand quelque chose ne va pas très bien, il ne faut pas s'obstiner. Donc, cherchons la solution. Je suis pour l'ouverture d'un débat, associant tout le monde, prenant le temps qu'il faut, mais pour essayer de faire mieux. Donc pour l'instant, vous êtes dans une période de réflexion plus, vous n'êtes pas positionné. Moi, mon sujet n'est pas ma réflexion. J'aspire à être le président de la République française. Donc c'est comment on fait avancer un pays. Je pense que vous ne faites pas avancer un pays en disant voilà, je veux ça, et puis je l'impose à tout le monde. Vous voyez bien qu'il faut une évolution des mentalités. Souvent d'ailleurs, si vous faites ça, vous bloquez tout le monde et vous mettez du temps pour le faire après. Donc ce que je crois aujourd'hui, c'est que sur ce sujet, il faut que... Parce que la petite bagarre des Antilles et des Pour, elle ne sert à rien, elle dure depuis 20 ans. C'est vrai que vous êtes toute jeune, mais moi je connais ça depuis 20 ans. Donc maintenant, je veux qu'il y ait un vrai débat national. On associe la police, on associe la gendarmerie, on associe les médecins, on associe, etc., pour qu'on discute. On va voir à l'étranger, on fait venir des gens pour qu'on discute nationalement, je l'ai bien dit. Hein. C'est pas un colloque dans un coin organisé par... non, c'est voilà, la nation qui se saisit de ce sujet. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que c'est un sujet vraiment très préoccupant. En termes de sécurité et de santé publique, je pense qu'on a un vrai problème avec la consommation de cannabis. Autre question, est-ce que vous avez des mesures, des propositions concernant les inégalités hommes-femmes? Oui, d'abord, je pense qu'il va falloir continuer les actions. Vous avez vu ce que j'ai essayé de faire à l'école avec les ABCD de l'égalité. Il faut continuer. C'est très difficile. On a été très attaqués. Mais on a ce qu'on appelle les stéréotypes de genre qui fonctionnent encore très bien. Donc ça commence très petit. Un stéréotype de genre, ça veut dire que si vous regardez un professeur parler dans la classe, ou par exemple pour les mathématiques, on va dire c'est fait pour les garçons, c'est pas fait pour les filles. Et donc nous-mêmes, moi j'ai subi des expériences comme ça parce qu'on se dit oh non, moi pas, je suis pas un macho, etc. Et puis j'ai fait ces expériences comportementales et je me suis rendu compte qu'on ne parle pas de la même façon, évidemment, et qu'on ne s'adresse pas dans la classe même de la même façon aux filles et aux garçons. Et donc voilà, on a des formations, on manque de filles. Il y a un manque de filles ingénieurs en France, mais parce que dès l'école, on leur dit, par contre, en formation de manucure, mais il y a des centaines de filles, ce n'est pas normal. Donc il y a tout un travail à faire, pas pour, comme les gens l'ont dit, ils veulent nier les différences entre les filles et les garçons. Qui le voudrait? C'est le bonheur de notre vie à tous, donc très bien. Enfin, en tout cas, d'un certain nombre. Donc ce n'est pas la question, la différence de genre, elle existe. La question, c'est pourquoi la différence de genre devrait entraîner une différence de métier ou une différence sociale. Bon, c'est la première chose. Ça, c'est très important. Parce qu'on ne change pas une société uniquement par des décrets et des lois, on change par les mentalités. Hein, et donc il faut changer les mentalités. Après, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire de façon plus volontaire. Par exemple, moi je propose, vous savez, pour l'Assemblée nationale, je propose une élection à la proportionnelle intégrale dans les grandes régions. Ça permet là d'avoir vraiment 50% d'hommes, 50% de femmes. Donc là, il n'y aura plus de discussion. On aura une représentation politique d'abord diversifiée sur le plan politique, mais aussi intégralement paritaire. Bon, après, il y a des mesures qu'il faut mettre, je vous l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, dans les discussions sur tout ce qui vient de l'argent d'État, d'accord? Donc par exemple le CICE, on peut très bien dire, nous avons des indicateurs de la formation, de ce que vous faites pour le personnel, dont l'égalité homme-femme, y compris l'égalité salariale homme-femme. Voilà. Donc il faut beaucoup de mesures. On sera quand même, il faudra ouvrir, je l'ai dit dans le programme, donc je le dis, il faudra ouvrir une discussion sur ces choses très difficiles que sont les viols, les incestes, et de voir de quelle façon on peut protéger. Alors, ça ne concerne pas que les femmes d'ailleurs, mais enfin, ça concerne beaucoup les femmes. Protéger les enfants, les plus jeunes et les personnes qui ont été victimes de ces douleurs et du fait qu'elles ne soient pas reconnues. Et quand elles le sont trop tardivement, il n'y a pas la réparation qu'on pourrait souhaiter.
On passe à une autre question. Lucas, qui se demande si vous souhaitez augmenter les budgets de la culture, dans un tout autre sujet. Bon, vous savez, bon, c'était Noël en plus, hein, donc en ce moment, les candidats vont augmenter tous les budgets. Pas gêné, hein, on est en campagne électorale, donc je vais aller voir des gens de la culture, je vais dire, oh mon pauvre, on va augmenter la culture, l'éducation. Mais à un moment, il faut quand même faire quelque chose qui tienne la route pour tout le monde. Moi, je suis favorable, je l'ai dit tout à l'heure dans les propositions, à ce qu'il y ait quelques augmentations de la culture, du budget de la culture. Je suis favorable surtout à ce qu'on fasse très attention à ne pas défaire ce qu'on a fait. Parce qu'il faut que vous sachiez quand même que ce qui se passe en ce moment, c'est que 70% du budget de la culture, il vient en fait des collectivités locales. Et quand les collectivités locales, je le dis aussi, faites attention à votre vote quand même, ça a du sens un vote. Donc quand c'est passé Front National dans certains endroits, ou à droite, Île-de-France par exemple, premier budget qui sont souvent attaqués, c'est les budgets culture. Et on était aujourd'hui dans un lieu à Montreuil qui s'appelle l'Albatros, qui est une résidence, hein, on est dans ce lieu, et on parle de ce lieu qui vient de perdre 80 000 € de subventions pour les artistes et pour ce qu'il était en train de faire, y compris, ils accueillent des jeunes, alors des jeunes artistes, mais aussi des publics scolaires, etc. Donc là, il va falloir veiller à protéger, et c'est une responsabilité de l'État, avec l'idée des projets culturels de territoire que nous avons fait aujourd'hui, qui est de protéger aussi les lieux de création de ces changements de subventions, vous voyez, qui tout d'un coup peuvent les tuer, les cinémas d'art et d'essai, etc. Enfin, tout ce qui fait vivre sur le territoire national la culture pour tous. Donc vous pourriez imaginer de compenser les budgets des lieux culturels qui auraient été... Écoutez, moi je dois gérer l'argent de vos impôts et je pense à votre avenir. Donc je veux diminuer la dette et je veux en même temps, vous avez vu, mettre de l'argent. Donc moins j'aurai à mettre de l'argent, plus je serai content, plus les autres en mettront. Mais je veux garantir, oui, qu'il y ait un égal accès à la culture et je veux garantir qu'on n'abîme pas des choses qui marchent bien sur des territoires pour des raisons idéologiques. Autre question que vous pose Céline, quelle est votre proposition phare pour l'éducation ? Vous en avez déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais si on doit en retenir une grande. Bon, je pense que le vrai problème qu'on n'arrive pas à résoudre, mais il est global, là, hein, c'est la mixité sociale et la mixité scolaire, pour commencer. Vous savez, ce pays n'arrête pas de vivre ensemble, On n'élève même pas les enfants ensemble. On ne vit pas dans les mêmes quartiers. Donc, à un moment où le vrai défi que nous avons, c'est un moment d'arriver. C'est très compliqué à faire. Hein, donc, c'est des politiques publiques, ce n'est pas une mesure. Hein, donc je pourrais vous en parler selon mon habitude des heures. Mais en fait, je pense que le problème le plus profond, et qui touche vraiment à l'essence de ce que nous sommes à la fois individuellement et la nation, c'est cette affaire. Comment on va résoudre cette affaire de refaire ces mots? C'est pas très joli d'ailleurs le mot mixité sociale, ça fait un peu truc technocrate ou je sais pas quoi. Mais enfin, voilà, qu'on ne soit pas, qu'il n'y ait pas de ghetto, qu'il n'y ait pas des gens qui sont isolés dans certains établissements, d'autres mis dans un espèce de tri qui se fait en permanence. Et qui, je crois, ne nous fait pas beaucoup de bien. Donc on pourrait se fixer cet objectif sans perdre, parce que les parents sont inquiets, et les élèves aussi, ça ne veut pas dire perdre l'excellence. On peut être très bon et se mélanger, ça peut même nous aider à être bon. On n'a pas besoin d'éliminer les autres pour soi-même être bon. Bon. Donc c'est cette idée qui est, à mon avis, fondamentale, et qu'il faut arriver à... Alors elle est fondamentale pour l'école, mais elle est fondamentale pour le pays, et pour l'avenir du pays, hein. Et qu'il faut arriver à mettre en œuvre à travers des politiques publiques dont je vous parlerai la prochaine fois que vous m'inviterez 3 heures sur l'éducation. Êtes-vous pour une sortie du nucléaire en France et si oui, comment ? Bah oui, on est, c'est d'ailleurs une indication qui est votée par la loi, hein, pour qu'on soit à 50% d'énergie nucléaire, on est à 75-80 là aujourd'hui. Donc c'est quand même une diminution. Alors est-ce que c'est une sortie ? C'est une diminution. Le problème que l'on a, qui a été mal compris d'ailleurs l'autre jour encore dans une émission, j'ai dit c'est l'énergie la plus propre. Non, les énergies renouvelables le sont plus. Mais par exemple, les Allemands disent on fait la sortie du nucléaire. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font du charbon, donc ils émettent 40% de CO2 de plus que nous. Donc dans le moment de la transition, tant que les énergies propres, le solaire, bon, tout ce que vous voulez, n'est pas encore au point, on voit bien que malgré les problèmes considérables que pose le nucléaire, y compris la question des déchets, la question de l'encapsulage, la question de... Bon, ça émet moins de CO2. Pourquoi la France émet moins de CO2 ? C'est parce qu'elle a du nucléaire. Et attention, dans les accords de la COP 21, il ne faut pas faire toujours et jouer sur tous les tableaux. On demande à un certain nombre de pays, vous le savez, donc d'améliorer, d'être moins polluants. Qu'est-ce qu'ils font pour ça ? Ben, ils font des centrales nucléaires.
Pour être moins polluants, ils font des centrales nucléaires, car la centrale nucléaire, sachez-le, ne pollue pas au sens du CO2 et donc de la couche d'ozone. Alors les gens disent voilà. Donc on est dans une affaire compliquée. Donc il faut sortir du nucléaire parce qu'il pose d'autres problèmes. Il faut faire monter en puissance les énergies propres. Et dans le temps de cette transition, il faut jouer sur tous les tableaux et faire attention à ne pas avoir des mesures brusques qui empireraient encore. Par exemple sur le CO2, comme a fait l'Allemagne. Elle sort du nucléaire, mais du coup, elle fait marcher à fond les usines à gaz et les usines à charbon. Et donc, elle augmente ses émissions de CO2. On va passer encore à une autre catégorie sur les institutions. Alors, première question, est-ce que vous souhaitez remettre en cause l'article 49.3 de la Constitution ? Ça, ce n'est pas une discussion sérieuse. Vous voyez, là, vous entrez dans le défaut des journalistes professionnels qui ne prennent pas le sujet, qui prennent un petit truc parce qu'il fait polémique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je vais vous le dire. Je pense que notre démocratie et notre République est asphyxiée. Je pense que ça va très mal. Et si M. Hollande ne peut pas se représenter, c'est parce que ça va très mal. Aucun président n'a pu gagner 2 fois de suite, sauf avoir été mis déjà en minorité. C'est quand même un pays d'une instabilité politique incroyable. Bon. 50% des Français ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Les gens me disent, oui, mais c'est le Front National. Et alors, ce sont des citoyens comme vous et moi. C'est quoi ce principe? Mais c'est pas que. Les Verts, les centristes, Bon, on n'en peut plus. Et donc, on arrive au fait majoritaire que 10% de gens, à la fin, se disent, moi, je gouverne la France. Et lorsqu'ils ont même des mécontents dans leur propre camp, ils passent en force avec le 49.3. Donc moi, je propose de faire exactement l'inverse. Mais je ne pense pas que ce soit que la faute des hommes. C'est aussi la faute des institutions. Et donc, il faut qu'on change ces institutions. Et la première grande mesure, c'est la proportionnelle intégrale dans le cadre des régions, qui obligera à écouter les autres, qui obligera à travailler ensemble, qui obligera à ce que Mendes France appelait le contrat de gouvernement. Et à partir de là, le 49.3 n'a plus aucun sens. 49.3, c'est un outil pour faire passer en force quand on n'a pas de majorité. Dès lors qu'on s'est fixé comme principe que nous voulons une démocratie d'inclusion, de délibération, de participation, de compromis, sortir aussi cette violence française dans la vie politique. Vous savez, il y a des pays beaucoup moins violents dans leur vie politique. Moi, comme député européen, c'est pas violent. Parce qu'on construit des consensus les uns avec les autres. On est obligé de construire ces majorités. On est plus intelligent à plusieurs et surtout, quand on n'a pas exactement au point de départ la même sensibilité politique. C'est bien de faire ce chemin vers l'autre et d'écouter. Et c'est d'autant mieux qu'après, votre réforme, elle est portée par tout le monde. Elle est beaucoup plus forte. Quand vous la portez tout seul à 10%, vous l'imposez, mais derrière, ils ne l'appliquent pas. Et dès qu'ils peuvent, comme d'ailleurs on l'entend même dans cette élection, on va l'abroger. Donc, c'est ça que je veux. Et là, le 49.3 devient un sujet très secondaire. On ne tombe pas dans les polémiques de M. Valls, de nanana. C'est ce dont on a besoin, c'est de beaucoup plus que ça. C'est-à-dire un Big Bang démocratique, c'est-à-dire une refondation, que vous puissiez vous sentir impliqué par la vie politique. Tout le monde. C'est plus le cas. Il faut changer le Sénat, il faut rendre la justice indépendante, il faut associer les citoyens au contrôle des lois. Je le propose. C'est très simple. Aujourd'hui, vous savez, on fait des lois, et puis c'est épouvantable, elles ne sont pas appliquées, dans beaucoup de cas. Moi, j'avais été très saisi de ça. Je le prends comme exemple parce qu'il est touchant. En 2000, je suis encore député dans la Somme. Martine Aubry et Lionel Jospin font passer une très belle loi de lutte contre les exclusions. Dans cette loi, il y avait un article qui disait on ne peut pas prélever à quelqu'un qui est déjà surendetté tout ce qu'il a sur son compte sur le mois. Il faut lui laisser quelque chose pour qu'il puisse nourrir ses enfants, manger. Donc je vois quelqu'un qui vient dans ma permanence, une femme seule avec des enfants, qui me dit c'est formidable, j'ai écouté à la télévision, on dit que parce qu'il ne me restait plus que 40 €, on me les prend, etc. Bon. Et puis 2 ans après, la loi n'était pas appliquée. Parce qu'après, elle l'a écouté aux 20 heures, il faut que ça passe à l'Assemblée, puis que ça aille au Sénat, puis que ça revienne, puis qu'on fasse les décrets, puis qu'il y ait les circulaires, puis qu'on l'applique. Donc, mon souci, c'est qu'on va mettre en place des comités citoyens avec des parlementaires et des Français tirés au sort. On va leur donner les moyens, y compris les institutions de contrôle, qui leur permettront de prendre les lois, les parlementaires, ça fait partie, et d'aller vérifier si quand on a décidé ça, ça se passe bien sur le terrain. Et si ça se passe mal, alors il faudra faire bouger les choses. Donc qu'il y ait une évaluation citoyenne de la réalité de la mise en œuvre des lois que nous faisons. Et puis, deuxièmement, je veux avec le comité économique et social qu'il y ait aussi une intervention des citoyens sur la chose suivante. Je pense qu'on accumule, on n'arrête pas des circulaires, des règlements, des décrets, dont beaucoup ne sont pas appliqués, on vient de le dire.
et qu'en réalité, quand vous prenez votre vie quotidienne, la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est que, regardez par exemple pour le RSA, eh bien, il y a un certain nombre de gens qui ont droit au RSA mais ne le touchent pas. Parce qu'ils n'ont pas, dans le fond, la réalité de leurs droits. Bon. Moi, je pense qu'il faut, ces citoyens et le comité économique, le conseil. Une personne qui regarde. Super. Ah ouais? Ouais. Ah, ça vous étonne? Non, parce que. Millions quand même. Hein. Le TF1 hier, c'est quoi? 4 millions? Ça y est, c'est bon, vous êtes en direct. Donc, mais c'est pas les mêmes. Monsieur, vous êtes en direct. C'est reparti. Et alors, je ne suis pas obligé de. Désolée, c'est un petit peu, comment dire, difficile avec la connexion Internet, mais bon, apparemment, vous êtes quand même nombreux à rester avec nous, donc c'est super. On va passer aux questions que vous avez posées à Vincent Peillon. La première, c'est doit-on autoriser le droit de vote des étrangers qui résident en France? Aux élections locales, bien sûr. Je l'ai mis dans mes propositions, mais je le précise. Comme ça, on n'arrive pas par la voie parlementaire, et c'est quelque chose qui dure depuis 30 ans. Donc, je proposerai un référendum à l'automne 2017, dans lequel il y aura ce que je viens de dire, l'ensemble de la réforme constitutionnelle, et dedans, la proposition, c'est les Français qui choisiront du droit de vote des étrangers aux élections locales. Aujourd'hui, les étrangers communautaires le peuvent, mais donc les étrangers non communautaires aux élections locales. Deuxième question, comment comptez-vous mettre en place la transition énergétique en France? On en a déjà parlé, mais c'est peut-être quelqu'un qui nous a rejoint un peu plus tard qui pose cette question. Bon, ça veut dire nouveaux modes de production, nouveaux modes de consommation, nouveaux modes de transport. Ça veut dire une fiscalité écologique. Ça veut dire, aujourd'hui, un rapport de la Cour des comptes vient de sortir, où on voit qu'on subventionne encore plus le polluant que le non-polluant. Il faut jouer sur tous les registres, de la cantine bio avec les circuits courts, de la méthanisation, jusqu'aux grands investissements, et donc aussi de la recherche, car on parlait tout à l'heure des énergies non renouvelables, les accumulations. Il va falloir mettre de l'argent aussi dans la recherche sur ces sujets. Et c'est aussi pour ça que je vous le dis à tous, hein, n'écoutez pas tous ceux qui vous racontent des bobards et qui vous disent on va faire la transition écologique sans l'Europe. On ne peut pas, sans le budget européen, faire la transition écologique. C'est pas vrai. Le repli national, d'abord, les gaz et les pollutions, elles ne s'arrêtent pas aux frontières. Mais ensuite, nous n'avons pas les moyens tout seuls de financer cette transition. Alors, les mesures, elles sont énormes. J'ai pris position sur l'interdiction du gasoil en 2025. Mais il y a vraiment tous les accompagnements. Vous savez ce qu'il faut faire pour le logement. Vous savez, bon, voilà, il faut agir tout azimut. Et il faut aller vite, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, les lois, franchement, le gouvernement et l'action de François Hollande sur ce sujet a été une bonne action, au plan international comme au plan local. Mais la mise en œuvre, à la fois pour la COP 21 et pour respecter les lois que nous avons nous-mêmes votées, ça va nous coûter très cher et il va falloir courir très vite. Donc il faut accélérer. Autre question, quelle est votre position sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes? Écoutez, c'est vraiment un sujet très difficile parce que quand vous écoutez les uns comme les autres, ils ont des bons arguments au plan même écologique. Car vous savez que l'aéroport qui est là aujourd'hui est très près de la ville et pose des tas de problèmes. J'ai des questions de principe qui sont... il y a eu un vote. Moi, c'est quand même dans la position à laquelle j'aspire, je dois respecter les votes. Il y a eu des recours en justice, bon, et je dois faire respecter la justice et le droit. Maintenant, il y a encore des recours. Donc, il y a des recours qui sont relancés. Donc, nous les attendrons. Mais je crois que dans la position où je ne peux pas mettre comme expert, vous voyez, entre les experts qui, d'un côté et de l'autre, voient des avantages et des inconvénients, je dois en rester sur les principes. Les principes, c'est quoi? C'est la démocratie et le droit. Donc je verrai à l'issue des consultations, elles ne sont pas tout à fait finies, il y a de nouveaux recours, quelle position il faut prendre. Mais il est difficile d'aller contre des votes qu'on a demandés, il est difficile aussi d'aller contre la justice. Le vote dont vous parlez, c'est la consultation qui a été menée auprès des citoyens de ce territoire-là et qui a été en faveur de l'aéroport. Oui, oui, vous avez raison. D'ailleurs, pas dans des proportions bouleversantes. Hein. Donc c'est comme toujours. Mais enfin, quand on veut un vote, on a un vote et il faut essayer de le respecter. Puis il y a la question du droit. C'est difficile de sortir du droit. Moi, je ne peux pas encourager à ce qu'on sorte du droit. Donc dès lors que la justice se prononce, surtout un homme politique qui voudrait intervenir dans les décisions de justice, moi je trouve que vous devriez lui taper sur les doigts.
Donc je ne le ferai pas. Donc là, on a encore d'autres recours. Donc on va attendre. Mais derrière, je crois que dans la responsabilité d'un président de la République, c'est d'accepter la démocratie, d'accepter le droit. Une autre question encore, comment revaloriser les formations professionnalisantes ? Il y a beaucoup de choses à faire, qui sont très culturelles aussi, hein, puisqu'on voit les familles. Alors il y a des choses qu'on fait très bien maintenant, par exemple les campus des métiers, où on réunit à la fois des enseignements professionnels, technologiques, et puis des entreprises, et puis des formations BTS, IUT, licences pro aussi qui existent, ou licence générale, derrière des masters, même des centres de recherche du CNRS qui peuvent venir. Donc ça revalorise des filières au départ professionnelles ou technologiques. Il va falloir qu'on fasse vraiment, mais là il faut une discussion avec le patronat, hein, quelque chose pour l'apprentissage, mais en sortant des hypocrisies françaises, c'est-à-dire, il n'y a pas d'apprentissage, mais enfin les entreprises ne veulent pas prendre d'apprentis, donc il y a quand même une question. Bon, il y a beaucoup de choses à faire, je pense que c'est très important. Moi j'ai changé totalement le système d'orientation. J'ai créé un comité qui rapproche l'économie de l'école. Alors c'est long à se mettre en place, parce que je pense que la plus grande injustice, quand on est d'une famille où ça va, les parents ils nous aident à choisir ce qu'on veut, ce qu'on aime. Les autres ne savent même pas ce qui existe comme profession. Et donc je pense qu'en France, on oriente de façon négative. En fait, à un moment, c'est l'orientation négative, c'est la sélection, c'est l'élimination. Je pense donc qu'il y ait un parcours d'orientation qui commence très très tôt et qui permet aux enfants, aux élèves, dès la 6e, de rencontrer des professionnels, d'aller à l'extérieur, que des gens viennent leur raconter les métiers à l'intérieur. Et on a créé, alors là aussi c'est très difficile à mettre en place, ce parcours avenir, on appelle ça, qui est une autre conception de l'orientation. Ok, écoutez, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Merci à vous. Vos collègues nous font signe d'arrêter parce que vous devez aller à un Mais autre rendez-vous. ça fait longtemps qu'ils font signe d'arrêter. Hein. Donc, entre les bugs et leurs signes, là. On va vous laisser partir. Merci beaucoup encore une fois d'avoir répondu. Merci à vous d'avoir participé et d'avoir été nombreux. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes donc candidat à la primaire de la gauche qui se déroule les 22 et 29 janvier. Venez voter nombreux. Merci.